Des pogroms antisémites, c'est ce que rapportent de nombreux médias après les événements de cette nuit à Amsterdam. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a eu là un beau mélange entre les faits et la propagande de l'État israélien. Et donc ensemble, on va éclaircir cette polémique et juste après, on va parler de la mauvaise santé de l'industrie en France. C'est parti pour l'actu réfractaire du jour. On commence donc avec cette polémique qui fait du bruit et avant ça, il faut que je vous pose le contexte. Hier, il y a eu un match de Ligue Europa, c'est la petite ligue européenne entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Parce que oui, Israël c'est considéré en Europe par les ligues de football, mais ça c'est un autre sujet. Bon, les Hollandais de l'Ajax, ils ont bien sûr écrasé la petite équipe israélienne 5-0. Alors le match, il devait être sympa à voir, mais c'est pas pour ce qui s'est passé sur le terrain qu'il y a eu la polémique, c'est ce qui s'est passé en dehors du terrain qui a posé problème. Il y a déjà un premier événement qui s'est passé avant le début du match. Pour ceux qui suivent, il y a de très nombreux clubs de supporters qui ont pris position notamment en faveur de la paix en Palestine, avec le bel exemple parisien ou irlandais qui nous rendent fiers. C'est un sujet qu'on a déjà abordé sur Canard Réfractaire, les clubs de supporters sont souvent très politiques et agissent comme de vraies organisations capables de faire passer d'importants messages pour le meilleur et aussi pour le pire. Et c'est donc à travers l'un de ces clubs de supporters que le match sportif a été dépassé par un match politique. Donc retour au début du match, tu as eu une minute de silence qui est donnée pour les morts issus des fortes inondations à Valence en Espagne. Et oui, la minute de silence a été sifflée par le club de supporters israélien, notamment parce que l'État espagnol a reconnu il y a plusieurs semaines l'existence de l'État palestinien. Faut dire que ce club de supporters israélien est déjà connu pour avoir organisé des actions ouvertement racistes anti-arabes dans le passé, avec des attaques contre d'autres supporters et contre des biens de la ville. Ouais, les clubs de supporters Antifa, il n'y en a pas des masses en Israël. Autre exemple, avant le match, tu as eu des manifs de supporters israéliens qui ont déambulé en noir dans les rues et qui ont arraché les drapeaux palestiniens qui flottaient aux fenêtres des habitants. Et après le match, il y a eu de nombreuses confrontations avec d'autres personnes, des Hollandais, probablement des supporters. Évidemment, tout semble assez confus, mais ce qu'on sait par contre, c'est que tu as des supporters israéliens qui ont frappé d'autres supporters hollandais. Certains Hollandais prétendent même avoir trouvé des passeports d'un Israélien qui ferait partie de Tsahal, l'armée israélienne. On a vu aussi de nombreuses autres scènes où ce sont des Hollandais, donc peut-être des supporters, qui sont à la manœuvre. Par exemple, certains ont poussé un Israélien dans un coin pour lui faire répéter Free Palestine pour les enfants. En tout, on compte 5 hospitalisés côté israélien. Et là, il faut bien reconnaître que, difficile d'y voir clair dans la dynamique réelle de la soirée. À minima, on peut dire qu'il y a eu des affrontements entre le club du supporter israélien d'extrême droite et des Hollandais sur la question palestinienne. Ils ont arraché plusieurs drapeaux, ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam, mais surtout en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que les supporters, vivement que l'armée israélienne tue tous ces putains d'Arabes, en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. La minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant. La minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient ces Espagnols, ces putains d'antisémites. À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi? Mais c'est pas ça qui est ressorti dans les médias. En effet, comme à son habitude, la propagande israélienne s'est mobilisée. Les dirigeants de l'État ont dénoncé un pogrom antisémite qui rappelle le 7 octobre et ont même envoyé des avions sur place pour récupérer les supporters. Le chef de la diplomatie israélienne va même se rendre à Amsterdam quand un ancien premier ministre israélien fait pression sur le gouvernement hollandais pour qu'il réagisse. Selon cette propagande, ce sont des groupes d'Arabes, et je mets ça entre guillemets, qui avaient prémédité cette attaque. Et vous devinez ce qu'on retrouve dans la presse française? Alors, petit jeu, soit quelque chose de très nuancé et de plutôt objectif, soit la propagande israélienne. C'est la propagande israélienne, comme d'habitude. Que ce soit le Libé ou le Figaro, on a eu des articles qui ne font que répéter la parole du gouvernement israélien, dont il n'est plus prouvé le caractère mythomane après plus d'1 an de propagande sur leur massacre en Palestine. Et pas un mot sur la minute de silence qui a été sifflée ou sur les drapeaux palestiniens arrachés, qui pourtant apportent un contexte important pour comprendre l'escalade des violences d'hier soir. Mais la propagande israélienne est plus forte que ça. Elle aime bien utiliser les violences pour justifier les siennes et toujours, qu'importe le contexte, ne pas parler de l'histoire. Toutes les polémiques sont bonnes à prendre pour qu'on détourne le regard sur les massacres en Palestine et au Liban. Pour terminer, on va juste rappeler que la première mesure contre le racisme anti-juif serait d'arrêter d'amalgamer la judéité à des massacres en Palestine, comme le fait abondamment l'État israélien, et donc d'arrêter les bombardements. Et toi, qu'est-ce que tu penses
penses de cette polémique? Dis-nous ça en commentaire. On passe à la deuxième info, donc on va parler un petit peu d'industrie, puisque ça fait depuis début septembre qu'on vous parle de cas isolés de fermeture d'usines en France. Et bien en fait, tout ça est lié et annonce une grande vague de licenciements massives. On va vous expliquer tout ça. Pour comprendre le phénomène, il faut regarder un tableau général. Et là, on s'aperçoit que c'est loin d'être radieux. On a le Conseil national des administrateurs judiciaires qui nous révèle qu'il y a eu 52 214 procédures collectives ouvertes par des entreprises en difficulté depuis le début de l'année, ce qui marque une nette accélération depuis 2023. Au total, 150 000 emplois sont menacés, essentiellement dans des petites structures. On sait aujourd'hui que 94%, donc quasi la totalité des entreprises concernées par une procédure collective, emploient moins de 10 salariés. Et là où c'est malin, c'est que ces procédures de licenciement massif, en fait, ça se fait sans aucun bruit. Pourquoi? Parce que ce sont des grands groupes qui arrêtent tout simplement de renouveler leur contrat avec leurs sous-traitants. Du coup, Peugeot ne fait pas des licenciements de 10 000 personnes qui font, les titres. Non, c'est juste qu'ils arrêtent de travailler avec plein d'entreprises, mais la conséquence, c'est aussi que les gens sont licenciés, mais c'est des petites structures. Du coup, on a très souvent des petites usines qui mettent la clé sous la porte, et c'est principalement le cas dans l'automobile. Par exemple, il y a l'usine MA France à Aulnay-sous-Bois, dont on vous a déjà parlé dans une quotidienne. Dans l'usine, il y avait 280 salariés en CDI et 150 intérimaires qui fabriquaient des pièces pour des modèles Peugeot et Citroën. Tous ces salariés vont se retrouver donc sans emploi malgré les mouvements d'occupation de l'usine. La justice a en effet validé le plan social. Pour info, le plan social, c'est une langue de bois pour dire en fait plan de licenciement massif. C'est tout simplement une entreprise qui demande à la justice si elle peut liquider son effectif. Et c'est ce qu'ont fait cette année plein de petites entreprises. Dans la liste, il y a Wallor dans les Ardennes, Aderton Casting dans la Loire, Powerglide à Strasbourg ou Wells dans l'Indre. Et encore là, j'ai galéré pour vous faire une petite liste, mais la liste elle est beaucoup plus grande que ça. Toutes ces petites usines, c'est ce qu'on appelle des équipementiers. C'est-à-dire qu'ils fabriquent par exemple des boîtes de vitesse qui seront ensuite envoyées à l'usine du gros groupe pour être assemblées. Et ces gros groupes, vu qu'ils ferment des usines dans les équipements, ils finissent forcément par virer du monde dans l'assemblage. Et c'est ce qui s'est passé avec Michelin qui a annoncé 1250 suppressions d'emplois avec la fermeture de 2 usines à Vannes et à Cholet. Bon, du coup, pourquoi est-ce que ces grands groupes détruisent le peu de tissu industriel qui reste en France? Déjà, il faut savoir que la vente de voitures est toujours 15% en dessous du niveau d'avant Covid. Et surtout, les bagnoles, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Et dans cette concurrence, c'est l'industrie chinoise qui a largement pris le dessus avec les voitures électriques, tout simplement parce que le prix de l'énergie ont augmenté de 5% en Chine contre 25% en Europe. Sans parler du fait que leur organisation du travail et leurs machines rend les voitures beaucoup plus performantes et rentables. Du coup, les dirigeants des gros groupes automobiles comprennent bien que les marges qu'ils se faisaient jusqu'alors dans le secteur seront de moins en moins intéressantes à l'avenir, notamment à l'international, là où il y a beaucoup de concurrence. Conclusion, il suffit donc de couper les vivres à toutes les boîtes de sous-traitance et se retrouver avec un secteur qui est bien plus porteur, bien plus rentable. Et c'est notamment pour ça que ça a été structuré ainsi la sous-traitance. Ça permet de répondre à des commandes qui seraient en hausse sans s'engager en long terme avec des CDI qui est beaucoup plus difficile à rompre. Mais une autre solution a été esquissée par ces mêmes grands groupes pour sauver le secteur de l'automobile, ou plutôt pour sauver leur rentabilité. Et cette solution miracle, c'est de repousser les normes sur le CO2 prévues en 2025. Et ça, c'est dans une note blanche, c'est-à-dire un papier non signé qui circule de main en main dans les ministères et qui émane de grands constructeurs automobiles. C'est ce que nous révèle un article du Monde en septembre. Et ce document, il plaide pour l'utilisation de l'article 122-1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ce qui est en sorte un 49.3 européen. Mais nous, on proposerait plutôt de repousser les revenus des actionnaires des grands groupes automobiles à 2027, comme ça on garde la norme et on garde les usines. Vous en pensez quoi de ça, hein? Après on propose, voilà, c'est tout, on propose. Et on finit donc avec le Tipeee du Canard Réfractaire, vous savez, c'est notre moyen de financement. Là, on est pour l'instant à 8 000 € par mois, donc si tu veux nous aider à passer le cap des 9 000 €, tout est en description. Pour ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.